Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence client VetinWeb. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce soir. Nous allons parler du chien, du comportement du chien, problème d'éducation ou comportement pathologique, comment savoir et que faire. Nous avons le plaisir d'avoir Dr Sylvia Masson, vétérinaire psychiatre, qui va aborder ce sujet. Vous pourrez tout au long de la conférence poser vos questions sur l'onglet chat. Elle y répondra à l'issue de la conférence. Si vos questions sont trop nombreuses, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions par écrit. Vous recevrez quelques jours après la conférence un mailing avec toutes les réponses aux questions ainsi que le replay. Voilà, je lui laisse toute la place et je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Merci Esther. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce petit moment ensemble autour du comportement. N'hésitez pas à dire si vous entendez pas ou si c'est pas clair et Esther me fera le retour parce que moi je ne vois rien derrière mon écran. On va commencer par simplement un petit mot d'introduction pour vous expliquer ce que je fais. Donc je travaille dans une clinique vétérinaire 3 jours et demi par semaine en Isère. Et parallèlement à ça, donc je fais que du comportement dans ces 3 jours et demi. Je suis associée avec 5 vétérinaires généralistes. Et dans mon temps libre, les 3 jours et demi qui restent, je m'occupe d'une société qui s'appelle Knowledge, qui est une société de consulting, de formation et de recherche, là aussi dans le domaine du comportement, et de Synapse, dont je vous dirai un petit mot, qui est une chaîne YouTube qu'on a sortie récemment. J'ai écrit 2 livres. Alors, ce livre-là, c'est vraiment à destination du grand public. Donc, ça parle effectivement d'éducation au comportement du chien. Et puis, récemment, avec des collègues, un ouvrage beaucoup plus technique à destination des vétérinaires sur la psychiatrie vétérinaire du chien. Alors, qu'est-ce qu'un comportement normal? C'est la première question à se poser. J'avais envie de commencer par un exemple en médecine humaine. Si vous avez une maman qui va chez le docteur et qui lui explique que ma fille ne marche pas, ça m'inquiète beaucoup, je pense que c'est pas normal, qu'en pensez-vous? Je peux pas vous voir malheureusement et on n'est pas en contact direct, mais quel est votre avis sur la question? Je suis sûre qu'il y a un élément qui vous manque pour y répondre et l'élément important, c'est quoi dans ce cas-là? C'est quel âge elle a cette petite fille? Parce qu'effectivement, si la fille qui marche pas, elle a 3 mois, c'est pas grave du tout. Si elle a 12 ans, c'est un problème a priori très grave. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est que pour le comportement du chien, c'est exactement finalement la même chose. On va se baser pour pouvoir dire si un comportement est normal sur les étapes du développement comportemental, c'est-à-dire comment le chien est censé évoluer de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et on va aller regarder à chaque période, est-ce que effectivement il a bien atteint les objectifs, notamment neurologiques, est-ce que son cerveau apprend bien comme il doit à cet âge-là. Donc c'est vraiment des comparaisons que vous pouvez faire avec les enfants, à quel âge ils sont censés savoir lire, écrire, etc. Et quand il y a des difficultés majeures par rapport à l'âge attendu, c'est là où on va se dire, mince, là il y a un truc qui fonctionne pas. Il faut savoir, donc là je vous ai mis simplement pour les noms de comment on découpe ces périodes. Les périodes, elles sont pas découpées simplement par semaine un peu au hasard. Elles sont découpées parce qu'elles correspondent à des choses qui se passent différemment dans le cerveau à chaque période telles qu'elles sont décrites là sur les photos. Donc, grosso modo, il y a avant la naissance. Ensuite, il y a les 3 premières semaines de vie qui sont des semaines pendant lesquelles les chiots sont aveugles et sourds. Vous le savez ou peut-être pas, mais ils sont aveugles et sourds à la naissance. Ils sont incapables de se déplacer. Ils entendent rien, ils voient rien. Par contre, ils ont le sens du goût et ils ont le sens tactile déjà. Donc, ils se déplacent comme ça pour téter. Et donc ça, c'est ces 3 premières semaines où le conseil général qu'on va tout le temps donner, c'est de laisser la mère tranquille avec ses chiots et la déranger le moins possible. Ensuite, on passe dans une période bien particulière dont je vais vous reparler juste après, de 3 semaines à 3 mois, la période de socialisation, qui est une période pendant laquelle le cerveau va emmagasiner énormément d'informations. Les petits chiots se mettent à entendre et à voir, et donc là, ils peuvent explorer leur environnement, et là, ils vont apprendre énormément de choses. On reviendra là-dessus, cette période, elle est très particulière. Et après, donc, il y a la période juvénile qui est en fait une transition entre socialisation et la puberté. La période pubertaire, comme chez nous, l'adolescence, vous voyez, c'est une période qui est... Pourquoi j'ai mis des valeurs différentes? Tout simplement parce qu'entre un petit York qui va être en période pubertaire parfois à 6 mois et un Saint-Bernard où ça va plutôt être 12, 14, 16 mois selon les chiens, oui, ça peut varier. Les grandes races, elles ont une puberté plus tardive, elles se développent plus lentement. Et ensuite, on arrive à la période adulte et puis après la période sénescence, là où il commence à y avoir un déclin.
La période adulte en comportement, on est content quand on arrive là et que tout va bien parce que si l'individu est équilibré, souvent il se passe pas grand-chose. Ce qui veut dire aussi que moi, dans mon métier, je vois beaucoup de chiens où les problèmes sont apparus justement entre l'adoption et l'âge adulte. Et parfois, on consulte un peu plus tard, mais n'empêche que les problèmes étaient déjà présents pendant ce développement. Et c'est souvent, en fait, les problèmes les plus fréquents que je vois, c'est des problèmes de neurodéveloppement. L'équivalent chez l'humain, c'est tout ce qui va être dyslexie, autisme, TDAH, tous ces troubles neurodéveloppementaux. Si on ramène ça du coup sur une échelle de temps normale, comme vous avez ici, on se rend compte que moi, dans mon travail, je suis obligée de m'intéresser à une période très courte, qui est effectivement la première période jusqu'au PA, la grande période adulte. C'est en temps, finalement, c'est 1 an et demi sur la vie du chien. Donc, c'est des choses qui vont très très vite, ce qui veut dire aussi que souvent, il faut s'en occuper rapidement. Période de socialisation, pourquoi on va prendre un petit peu de temps de parler de cette période? En fait, cette période, elle est dite critique parce que dans cette période-là, le cerveau, il est fait pour apprendre à peu près tout ce qui va collecter comme information. C'est des choses qu'il va mémoriser et très vite. C'est une période un peu bénie. On peut se le représenter d'une certaine façon, c'est que j'aime bien, c'est dans la nature. En fait, les chiots, ils sont dans un terrier, ils sont près de leur mère. Et pendant les 3 premiers mois, ils s'éloignent pas beaucoup de ce point central. Donc, grosso modo, tout ce qu'ils vont rencontrer n'est pas dangereux pour eux. Et donc, leur cerveau, c'est intéressant qu'il enregistre tout ça comme étant des choses neutres de l'environnement. Une feuille morte, un brin d'herbe, un caillou, un bruit d'oiseau qui passe. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, elles sont standards et elles doivent pas déclencher des réactions particulières. Chez l'humain, il se passe exactement la même chose. En fait, tout ce que je vous raconte là, on l'a chez quasiment tous les mammifères. Et donc, par exemple, les enfants qui, avant 9 mois, n'ont pas entendu parler russe, il faut savoir qu'en russe, il y a plus de phonèmes que dans les autres langues. Et si au-delà de 9 mois, ils n'ont jamais entendu parler russe, ils ne pourront pas entendre tous les sons plus tard. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a des connexions qui se font dans cette période particulière de socialisation. Les neurones vont se connecter avec leurs voisins. Par exemple, le chiot qui va voir, je sais pas moi, une machine à café ou un canapé, ça va créer des connexions dans son cerveau. Et c'est des chemins qui vont dire à son cerveau, ça c'est connu, t'en occupe pas et c'est neutre. C'est pour cette raison-là, ce phénomène-là que je vous explique maintenant, que quand vous rentrez dans une pièce que vous connaissez pas chez des amis, vous allez pas regarder tous les objets en vous disant, oulala, je vais me faire attaquer par les objets. En fait, votre cerveau fait, sans que vous le sachiez, un travail de filtre qui fait que plein d'objets vont être comme neutres et vous allez même pas les remarquer. Et donc, c'est grâce à cette fameuse période que, quelque part, l'animal va créer sa base de données sur tout ce qu'il va rencontrer plus tard dans l'environnement. Donc ça, c'est intéressant en termes d'évolution parce que ça veut dire que c'est grâce à ce phénomène qu'on est capable de naître en centre-ville de Paris et de pouvoir s'adapter à des bruits comme la ville, le métro, les klaxons, ou de naître à la campagne et de s'habituer au chant des oiseaux, aux tracteurs, à peut-être d'autres bruits ou d'autres environnements. Donc ça permet en fait à l'individu mammifère d'être adaptable à son environnement et du coup d'être le plus spécialisé possible dans l'environnement dans lequel il s'est développé. Sauf que nous, nos animaux de compagnie, et ça vous le voyez bien venir, parfois ils sont chez un éleveur où c'est complètement la campagne avec très peu de bruit et ils vont être adoptés dans une famille où ça va être la ville. Et donc là, la transition va être difficile. Surtout qu'en France, l'âge d'adoption, c'est 8 semaines, donc on est encore en plein dans cette période de socialisation. Et donc, on est vraiment en plein dans ce phénomène. Donc, pendant cette période, qu'est-ce qu'ils vont acquérir comme compétences en dehors de connaissances, comme je vous l'ai dit juste avant? Ils vont se sociabiliser à leur propre espèce. Donc, même s'ils voient une quantité assez faible d'individus différents, vous voyez, dans la plupart des élevages, il y a finalement une seule race, parfois 2, 3, mais globalement, ils ne voient pas toutes les races de chiens. Et pourtant, c'est suffisant pour qu'ils arrivent à généraliser cet apprentissage et à se dire que n'importe quel chien qu'ils vont rencontrer, Chihuahua ou Saint-Bernard, c'est un individu chien et que ça, ils ont l'habitude, ils savent ce que c'est. Donc là, c'est leur propre espèce, ça se fait assez bien. Après, ils vont aussi se sociabiliser au niveau interspécifique. Donc là, ça va être à toutes les autres espèces que le chien. Alors, ça veut dire bien sûr l'humain, mais ça veut dire aussi le chat, ça veut dire éventuellement les poules, le sanglier ou toutes les espèces que vous pouvez imaginer. Et s'ils n'ont pas pu avoir cette expérience-là avant 3 mois, ensuite, les chances qu'ils puissent généraliser le fait que cette espèce-là, il n'y a pas à s'en inquiéter, elles sont beaucoup plus minces.
D'où l'importance de ces expositions-là entre 3 semaines et 3 mois. L'homéostasie sensorielle, c'est quoi? C'est tout simplement le seuil qui va faire réagir l'animal. Par exemple, c'est important que le chien il sache qu'un brin d'herbe, il n'est pas censé y réagir. Il y a plein de choses, d'éléments de son environnement qui vont pas le faire réagir. Et à l'inverse, quand le seuil maximal est atteint, c'est les choses qu'il n'a pas connues avant cette période-là. Là, c'est important qu'il puisse y réagir. Exemple encore dans la nature, s'il va se promener loin de son terrier quand il a 4 mois et qu'il rencontre un ours brun ou un tigre, c'est important qu'il en ait peur et qu'il y réagisse très fort. Autrement dit, cette base de départ qu'il va avoir, elle va donner des bornes à ses réactions. Et tout ce qu'il n'aura pas vu dans cette période, il aura tendance à en avoir peur, ce qui est plutôt une bonne chose pour pouvoir survivre, vu que potentiellement, c'est quelque chose de dangereux. Il va acquérir des autocontrôles. Les autocontrôles, c'est quoi? C'est la capacité à contrôler, alors bien sûr sa locomotion, à contrôler ses gestes, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, ses émotions. C'est ce qui fait que quand vous avez un enfant de 3 ans à qui vous dites non, tu n'auras pas la sucette cet après-midi dans le supermarché, je ne veux pas te l'acheter, il va se rouler par terre et vous faire une crise de nerfs, comme on dit chez les enfants. En fait, il ressent la frustration de manière complètement intense et maximale parce que justement son cerveau n'a pas les capacités pour inhiber ses réactions et moduler ses émotions, et donc il fait des crises comportementales en rapport avec ce qu'il ressent et qui sont souvent très fortes. C'est pour ça que les enfants ont beaucoup plus de mal à gérer leurs émotions que les adultes. Et grâce à la progression d'une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est vraiment l'avant de notre cerveau, qu'on a aussi en tant qu'humain, qui est même très développé chez l'humain, on va petit à petit, en grandissant, de la naissance à l'âge adulte, arriver de mieux en mieux à contrôler nos mouvements et typiquement aussi nos émotions. Régulièrement, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais mon chien, il fait mal quand il bouscule, mais c'est normal, c'est un gros chien. » Et je leur réponds « Mais non, moi j'ai un papa qui faisait 2 mètres de haut et il blessait pas les gens quand il leur disait bonjour pour autant. » En fait, quand vous comptez que vous fassiez 20 ou 50 kilos ou 100 kilos, en fait, vous ne blessez pas. Vous arrivez à être précis dans vos mouvements et c'est de ça dont on parle quand on parle d'autocontrôle. L'insertion sociale, en fait, même si ça va se mettre en place de manière beaucoup plus marquée à la puberté, c'est le fait que le chien va être capable de respecter les règles de son groupe. On a pareil chez les enfants, en fait, on leur apprend petit à petit les règles de politesse, ce qu'il faut faire en société, comment se comporter. Et donc ça, le chiot, il commence à l'apprendre très tôt avec sa mère qui, par exemple, va refuser qu'il vienne téter. Donc c'est un premier refus, c'est une première acceptation de frustration et de règles. Au début, il a le droit de dormir blotti contre ses frères et sœurs et contre sa maman, et progressivement, les adultes vont avoir de moins en moins de tolérance avec lui. Donc, vous avez une progression qui suit vraiment ce qu'on a chez l'humain, avec des chiens adultes qui vont être très tolérants avec les jeunes chiots, qui vont les laisser faire un peu n'importe quoi, parfois les autoriser à venir manger avec eux. Et puis, en grandissant, la tolérance va diminuer, exactement comme nous, on va pas exiger de la même façon d'un enfant de 4 ans ou d'un ado de 15 ans qui se tienne correctement à table. Donc ça, vous avez vraiment le même genre d'attitude qui se produit, ce qui veut dire aussi que quand un chiot se comporte mal parce qu'il a un trouble du comportement, quand il arrive à la puberté et quand il grandit, il va se faire sanctionner de plus en plus fort par les adultes, parce que là, pour le coup, c'est complètement délirant d'arriver complètement dégingandé en sautant sur tout le monde. Ça se fait plus à cet âge-là. Donc celui-là, il va avoir des problèmes parfois à la puberté ou même en début d'âge adulte. Et puis l'autonomisation, ils apprennent ça aussi. Encore une fois, la mère est très présente au début et puis enfin, au moment de l'adoption, elle est déjà beaucoup moins présente avec sa portée. Elle passe beaucoup plus de temps un peu plus loin de ses chiots et on va poursuivre ça quand on va avoir les chiots, nous, qu'on va les adopter et qu'on va les amener jusqu'à l'âge adulte, avec des temps où ils vont devoir rester seuls et où ils vont devoir arriver à gérer la solitude, à ne pas paniquer dans ces moments-là. Donc tout ça, ça prend de façon progressive, mais notamment avec quand on a un bon développement dans cette première période de socialisation, c'est un bon départ pour la vie. Et c'est pour ça que les conseils qu'on donne aux gens qu'on déporté, c'est d'intervenir le plus possible entre 3 semaines et 2 mois à l'âge de l'adoption pour faire voir beaucoup de choses au chiot, pour essayer de lui donner un environnement le plus varié possible, le sociabiliser, lui montrer, commencer à lui apprendre des choses, même parfois à rester seul un petit peu. Enfin voilà, tous ces premiers apprentissages peuvent déjà se faire chez l'éleveur et il faut les observer. Dans une portée, on va le voir en image ensuite. On a des chiots plus timides, des chiots plus hardis et du coup, on va pas intervenir de la même manière avec chacun. Et tout n'est pas récupérable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette période, elle est quand même très tôt. Si vous avez adopté un chien, finalement, cette période était déjà quasiment terminée.
Dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? La représentation que vous avez à l'écran, donc en bleu, c'est les neurones au départ. Il faut bien se représenter que le chiot a plus de neurones au départ que quand il sera adulte. Pour nous, c'est pareil. Et donc, comme je vous disais, les neurones vont se connecter. Les connexions, vous les voyez en jaune. Si à gauche, on imagine un environnement très riche en stimulation, avec une famille qui vient d'avoir une portée, la machine à café, le lave-vaisselle, les bruits de la route, tout ce que vous voulez, le chiot, pour chaque élément, va créer des connexions. Et à 3 mois, il y a un premier élagage synaptique, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est toutes les cellules qui n'ont pas pu se connecter avec les voisines qui sont détruites. Donc physiquement, le chiot perd des neurones vers 3 mois et c'est une étape normale du développement. Vous imaginez bien que si on prend l'exemple d'un chiot qui serait élevé dans une cave, dans le noir, à la campagne, où il n'y a aucun bruit, où il voit pas de congénères, où il voit presque aucun être humain, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il aura très peu de connexion entre ces neurones, donc très peu de neurones qui deviennent jaunes, et une destruction massive d'un grand nombre de neurones. Et donc, ce petit chiot-là, il a que 3 mois, mais il part déjà dans la vie avec un gros désavantage. Alors, si on regarde ça en images, je vous ai mis des images de ma portée de Saint-Bernard. On va regarder comme ça 2-3 minutes de vidéo ensemble et on va commenter. Donc là, c'est leur première sortie, ils ont 3 semaines. Vous voyez qu'ils sont extrêmement gauches. Les pattes arrière, elles tiennent pas bien debout parce que les fibres nerveuses se myélinisent de l'avant vers l'arrière du chiot. Là, on est à 4 semaines, seulement une semaine plus tard. Donc, vous voyez, c'est des périodes où on faisait venir beaucoup d'amis à la maison pour essayer de leur montrer des personnes différentes. On n'hésitait pas à faire des fêtes. On les embête un petit peu, on les soumet à pas mal de choses. Ici, vous allez voir à gauche sur l'écran ma chienne berger de l'époque qui, en fait, drivait beaucoup plus les chiots que la maman Saint-Bernard. Elle s'est beaucoup plus occupée d'eux. Donc là aussi, il y a des styles maternels différents. Vous avez des mamans qui vont être très compétentes, des mamans qui vont presque rien faire. Le Saint-Bernard, cette portée, on avait 10 chiots. Donc autant vous dire que la maman, l'allaitement, ça l'avait aussi beaucoup fatiguée. Donc je pense que ça jouait aussi. Et les chiots, vous voyez, déjà là, à 4 semaines, ils savaient qu'avec le berger, il fallait pas rigoler. Ils n'osaient pas trop s'en approcher. Pourtant, elle les a jamais blessés. Donc là, ils explorent. Quand ils jouent à cet âge-là, ils n'ont aucune inhibition de la morsure. Ils mordent à pleines dents. Alors, heureusement, les dents apparaissent seulement à cet âge-là, mais quand ils serrent la mâchoire sur votre main, vous sentez que c'est très, très fort. Et le contrôle s'apprend au fur et à mesure où ils évoluent. Là, à 6 semaines, la maman, elle commence à être débordée. Elle en a un petit peu marre. Vous voyez qu'en 3 semaines, ces petits chiots qui arrivaient à peine à marcher, maintenant, ils trottinent. Voire ils courent. On dirait des petits gremlins. Elle essayait tout le temps de s'en dépêtrer, mais c'était pas si facile que ça. Donc, nous, on les mettait aussi souvent dehors. À 7 semaines, donc là, elle essaye, quand ils débordent trop, de leur apprendre à se contrôler. Donc, elle, c'était une maman qui était très laxiste. Enfin, en tout cas, elle n'était pas violente du tout. Elle n'était pas du tout autoritaire. Et elle était toujours dans des formes de jeu. Et elle était plutôt très douce avec eux. Là, c'est le film que je vous ai mis. C'est pratiquement les choses les plus violentes, entre guillemets, qu'elle a fait. Et alors que vous voyez, le berger, c'est pas le même style. Elle, voilà, elle faisait volontiers des grognements comme ça. Alors ça, quand vous le voyez faire sur des chiots de 6-7 semaines, s'il n'y a pas de blessure des chiots, faut pas vous inquiéter. C'est plutôt des bonnes actions de la maman qui apprend au chiot à se contrôler. Ou en tout cas, des bonnes actions des adultes. Voilà. Et là, elle savait pas très bien faire. Quand ils s'excitaient trop, elle essayait de les calmer. Et à 8 semaines, donc moi, j'avais la chance de pouvoir les amener dans ma clinique. Donc, on leur faisait voir aussi des personnes différentes, des chiens différents. Et ça, c'est un futur adoptant qui était venu voir un des chiots parce que voilà, il avait envie de le voir plusieurs semaines avant l'adoption, donc il passait régulièrement le voir, lui dire bonjour. Vous voyez que les chiots sont pas du tout impressionnés par les humains qu'ils connaissent pas. Et ça, c'est important d'avoir cette vidéo en tête parce que à 2 mois, un chiot n'est pas censé avoir peur des humains qu'il connaît pas. Il est censé faire ce que vous voyez sur la vidéo. Là, c'est le moment où les gens partent avec leur chiot le jour de l'adoption. Donc, ce chiot est jamais parti avec un humain. Parce que ils ont 2 mois là aujourd'hui. Donc voilà, c'était le premier chiot adopté et vous voyez qu'il suit sa famille d'adoption volontiers. Il n'a pas de laisse, il est à l'aise, il n'a pas de signe de peur et c'est comme ça qu'un chiot doit se comporter à 2 mois. Donc si vous adoptez un chiot qui a déjà la queue entre les jambes, qu'il est apeuré, dès que vous partez un petit peu, c'est quelque chose où faut travailler là-dessus parce qu'il devrait pas faire ça à 2 mois.
Donc, nous, ce qu'on fait en comportement, en médecine du comportement, on classe en fait les comportements du chien selon 4 grands axes. Les autocontrôles, donc on va regarder la progression de cette capacité de contrôle du chiot entre, comme je vous disais, l'adoption et l'âge adulte, avec bien sûr un contrôle qui doit s'améliorer avec le temps. On a des points de repère, je vous les redonnerai tout à l'heure. Les peurs, en fait, les peurs, c'est pas qu'il peut pas y en avoir, c'est normal que le chiot ait peur, notamment quand il est soumis à des choses nouvelles. Mais ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il est capable d'explorer ce qui lui fait peur et combien de temps il met. Et est-ce qu'il est capable de s'habituer à quelque chose qui lui fait peur, surtout si c'est pas dangereux. C'est pas normal que face à quelque chose qui est un objet, par exemple, qui bouge pas, le chiot qui l'explore n'ose pas s'en approcher pendant des jours et des jours, en fait. Il doit pouvoir faire l'analyse que là, il est en train de se faire attaquer par quelque chose, que donc cet objet n'est pas dangereux et que donc le lendemain, il n'a pas de raison d'en avoir aussi peur. Et quand les chiots s'habituent sur ces périodes-là, ils s'habituent très vite, en quelques jours. Donc, si vous avez un chiot qui a des peurs notables, assez intenses et que ça se répète sur des semaines et des semaines, c'est quelque chose qui est un signe d'alerte. L'insertion sociale, comme je vous disais, c'est plus des choses qui vont prendre plus de sens au moment de la puberté. Hein. C'est comme les adolescents. Les règles, ils les discutent surtout à l'adolescence. Quand ils sont enfants, les règles, ça pose moins de problèmes en général. Et l'attachement, tous les problèmes liés au fait de ne pas arriver à rester seul, c'est aussi souvent à partir de la période pubertaire que ça se manifeste de manière plus intense. Là, c'est simplement une autre façon de le représenter. Et en gros, à chaque fois qu'on va avoir des dysfonctionnements dans ces catégories-là, il faut vraiment penser anomalie dans le développement cérébral et donc plutôt vétérinaire. En images, des consultations que j'ai eu l'occasion de voir pour vous montrer à quoi ça peut ressembler ces types de problèmes de comportement. Donc ici, c'est un petit chiot Doberman. Il a 3 mois. Il vient à la base pour sa consultation vaccinale de rappel. C'est la première fois qu'on le voit. Donc, je demande à la dame, est-ce que vous l'avez sorti souvent? Et effectivement, elle me répond, oui, je l'ai souvent emmené dehors. On pourrait se dire, ce chiot, il est un peu bouge-bouge et excité parce que peut-être il n'est pas encore sorti aujourd'hui. Et là, elle me dit, on vient de faire 2 heures de promenade. Et le chiot, ce qui doit vous alerter dans ce que vous voyez, c'est pas tant qu'il bouge. C'est un chiot, c'est normal qu'il bouge. Mais dans sa façon d'explorer la salle, en fait, il passe d'une chose à l'autre. Et au final, si vous regardez bien, il explore pas vraiment l'environnement. Il commence à renifler un objet, il passe à un autre, puis à un autre. En fait, à chaque fois, il est attiré par quelque chose de nouveau, mais il prend pas le temps d'explorer correctement son environnement. Et on appelle ça une exploration désordonnée. Donc, ce chiot, il souffre d'hyperactivité. Après, il y avait plein d'autres critères. Là, c'est juste des vidéos pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Mais du coup, c'est un chiot qui, par exemple, va mordiller de manière excessive, va pas contrôler l'intensité de sa morsure, va avoir tendance à abîmer beaucoup d'objets. Et là encore, au-delà de l'âge normal où il devrait le faire. Ici, on a une version complètement différente. C'est une chienne pareille. Elle vient pour son premier vaccin. Elle a 3 mois et demi. Et elle arrive à côté de la balance pour se peser, elle se couche, elle veut pas bouger. La dame nous dit que elle l'a amenée à pied parce qu'elle habite pas loin de la clinique. Et la chienne était toute tremblotante, pas à l'aise du tout, la queue sous le ventre. Vous voyez, on voit bien des signaux de peur. Là, elle rentre dans ma salle de consultation, elle se couche et pendant toute l'heure de la vaccination, elle ne va pas bouger de cette position-là. En fait, cette chienne, elle était dans un élevage plutôt à la campagne, mais où les gens avaient vraiment fait un effort de sociabilisation. Tout ce que je vous ai dit avant, ils avaient plutôt vraiment essayé de bien faire les choses. Quand elle était à l'élevage, la dame qui allait l'adopter, elle a vu une petite chienne qui était pleine de vie, qui allait bien. Et du moment où elle est partie de l'élevage, elle a montré des signes de détresse et de peur très intenses. À la maison, elle n'osait pas sortir dans le jardin. Donc, elle avait tous les signes, en fait, de phobie intense, voire d'anxiété. Et en fait, moi, quand je l'ai vue en consultation, elle était même en état dépressif. C'est une chienne qui jouait pas, elle s'alimentait à peine. Enfin, c'était vraiment là des signes sévères. Donc, oui, elle a été prise en charge pour ce problème. Mais voilà à quoi ça peut ressembler, et même sur des animaux parfois très jeunes. Et parfois, là, pour le coup, pas avec un animal qui s'est développé dans des mauvaises conditions. On peut pas dire que ces conditions d'élevage étaient mauvaises. Mais c'est sans doute des vulnérabilités génétiques qui ont fait qu'elle, en tout cas, elle n'y arrivait pas. Ses frères et sœurs étaient pas comme ça. Donc, on était face à quelque chose de très individuel. Des chiens qui ont peur, ça peut aussi ressembler à ça. Ça, c'est Happy, qui avait 3 mois et demi, 4 mois à l'époque. Voilà. Et Happy, dès qu'il voyait un humain qu'il connaissait pas, là, c'est parce qu'il réagit à moi, hein, il réagissait comme ça, il pouvait grogner. Donc, je demande à la dame de se lever, de venir vers moi pour lui montrer qu'il n'y a rien à craindre, de se mettre même à côté de moi.
Mais Happy, il n'est pas serein du tout. Et là, la peur, on la voit pas forcément beaucoup, mais des fois, vous verrez des chiots qui vont reculer, puis avancer, puis reculer, puis avancer. Donc, ils font ça au début quand ils ont peur, mais très vite, ils apprennent aussi que en ayant peur, enfin, en aboyant et en avançant, c'est bien plus efficace pour stopper l'humain qui bouge et qui leur fait peur que de reculer. Donc, en fait, très rapidement avec la peur, vous pouvez avoir des séquences où vous avez l'impression que le chien charge. Et la peur, on la voit qu'au début, que les premières fois où il y a les expositions. Donc ça, c'est des petits pièges aussi. On peut vraiment avoir l'impression que le chien est agressif et veut vraiment attaquer les gens. En fait, au départ, il y avait quand même un fond de peur. Ce que je raconte souvent aussi comme anecdote, c'est moi, j'ai peur des araignées et régulièrement, je prends un balai et je les agresse et je leur tape dessus et on me voit pas forcément reculer. Pourtant, au départ, j'ai vraiment peur des araignées. Alors, les destructions, c'est un grand sujet aussi. En fait, pour nous, en comportement, les destructions, c'est un symptôme, comme un vomissement. Qu'est-ce que ça veut dire les destructions? On ne peut pas y répondre comme ça. Il faut faire un peu une enquête autour du comportement pour y répondre. Exactement comme un vomissement, ça peut être une intoxication, un cancer de l'estomac ou une indigestion ou une gastrite. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Donc les destructions, c'est un symptôme. Est-ce que c'est normal ou pas? L'exploration orale, donc la phase où le chiot explore l'environnement avec sa gueule, c'est une phase tout à fait normale en période juvénile. Ça ne l'est plus quand ça continue en période pubertaire. Et par contre, ce qui n'est jamais normal, c'est l'ingestion de corps étrangers non alimentaires. Donc, corps étranger non alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ingérer du plastique, du métal, du tissu, des choses comme ça. Ingérer un bout de, par exemple, de torchon qui avait contenu du foie gras, là, le chien, on peut se dire que voilà, il était attiré par la nourriture, il a voulu lécher, il a peut-être mangé un bout de tissu. La question peut se poser. On a aussi des ingestions, par exemple, de noyaux de pêche. Donc là, on peut se dire aussi qu'il y avait un fond alimentaire au départ. Mais quand c'est de l'ingestion de matières non alimentaires, que vous en retrouvez dans les selles, ça, c'est un comportement très dangereux et qui n'est pas plus normal que chez l'humain. Ça s'appelle du pica, simplement la désignation de ce symptôme. Et donc, on avait fait une étude avec des collègues où on avait comparé en fait des chiens qui avaient été opérés pour ingestion de corps étrangers. Et on avait pris un groupe de chiens témoins du même âge, de la même race, qui n'avaient jamais été opérés pour ingestion de corps étrangers. Donc, ce qu'on avait trouvé dans cette étude, c'est que dans une très large majorité des cas, la cause était comportementale. Donc, c'est pas une certitude absolue. Il y avait par exemple une chienne qui était en dernière semaine de gestation, qui s'était mise à ingérer des tissus de manière assez compulsive. Elle l'avait jamais fait de sa vie et c'était pas un problème comportemental. Il y avait un chien qui avait une pancréatite, qui avait des douleurs aiguës abdominales et qui s'était mis à ingérer lui aussi des corps étrangers qu'il n'avait jamais fait. Mais il y avait une grande partie de ces chiens qui étaient des chiens qui avaient des déficits nets d'autocontrôle, qui étaient impulsifs ou compulsifs, et où on retrouvait dans le reste de leur comportement plein d'éléments qui allaient dans ce sens-là, avec des maladies de type hyperactivité ou syndrome HSHA, comme on l'appelle chez le chien. Voilà. Dernier point pour vous montrer aussi les troubles du comportement, que ça peut prendre des aspects parfois sévères et inquiétants. Donc ça, c'est Malo, c'est un jeune chien de 4 mois, montagne des Pyrénées, qui est adopté par une famille qui va à l'école du chiot dès le départ, qui essaye vraiment de tout bien faire. D'ailleurs, à l'école du chiot, ça se passe très bien, il obéit plutôt bien. Donc quand on le voit, bah oui, il est un petit peu joyeux et excité pour son gabarit peut-être. Mais là, Julie, mon assistante, lui demande de s'asseoir, il le fait très vite, très bien. Les gens viennent me voir en consultation à 4 mois. Pourquoi? Parce que ce chien a agressé autour de la nourriture. Et donc, ils ont appelé leur éducatrice le premier soir où ça s'est passé parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils sont passés assez loin, en fait, à 2-3 mètres de la gamelle et le chien les a agressés. Et donc, l'éducatrice leur a conseillé de mettre la gamelle dans un endroit sur la terrasse, vraiment à l'écart des pièces de vie, et de filmer la scène le soir suivant. Donc, vous allez voir ensuite la scène suivante, c'est Malo. Voilà, le soir où il lui donne à manger, vous allez voir que alors le monsieur est à côté. Donc ils se sont jamais approchés réellement du chien. Là ils l'ont fait pour la vidéo, mais c'est pas quelque chose qu'ils faisaient. Ils n'ont pas essayé d'habitude de mettre les mains dans la gamelle ou ce genre de choses. C'est pas du tout des gens qui ont fait ça. Et vous voyez la violence de l'agression pour ce chien. Malo, sage. Donc moi, dans la consultation où je l'ai vu, qu'en fait vous avez vu sur l'image d'avant, j'avais essayé de lui donner à manger dans ma salle de consultation. Je lui ai servi une gamelle de croquettes. On est allé à côté, il s'est absolument rien passé. À la maison, il s'est passé ça, donc ça peut être très violent.
Et ça peut prendre des proportions, vous voyez, extrêmement impressionnantes sur un jeune chiot de 4 mois qui avait jamais fait ça le jour d'avant et qu'on n'a pour autant jamais dérangé. Donc, il faut bien voir que c'est pas, clairement, hein, on entend souvent, mais c'est la faute des propriétaires, ils ont dû aller l'embêter, ou quelqu'un a dû faire quelque chose mal. Assis. C'est vraiment pas tout le temps le cas, et il y a des vrais troubles sévères qui peuvent générer ce genre de problème. Là, la gamelle est complètement vide. Le assis, vous avez vu qu'il l'avait parfaitement dans ma salle. Là, le assis, impossible. Tu arrêtes. Malo. Vous voyez le niveau d'agressivité qu'il peut avoir quand on enlève la gamelle. Et je salue quand même le sang-froid des propriétaires qui, malgré tout, savent à quoi ils s'exposent. Ils ont déjà vu ça la veille et ont été, ont eu le sang-froid de faire cette vidéo et d'essayer de garder leur calme. Et ça a vraiment pas dû être facile pour eux. Tout ça pour vous dire quoi? Sur les morsures, les morsures en France, on a une loi qui les concerne. Alors, le premier, c'est un petit Jack Russell de 5 mois qui avait fait ses blessures. Le tendon était atteint, c'était une blessure très profonde, donc c'est pas une question de gabarit de chien. Ce chien-là était tout petit, il faisait moins de 5 kilos et il a blessé profondément les propriétaires plusieurs fois. La deuxième photo avec toutes les éraflures, c'est en fait un berger hollandais de 9 mois qui jouait. Il était vraiment en train de jouer, vous avez le blouson à côté, et là, c'était pas une agression dans la tête de ce chien, lui, il était juste en train de jouer. Sauf que comme il manque de contrôle dans ses actions, le jeu dégénère et ça peut blesser et faire très mal. Ici, c'était une chienne golden de 3 ans, qui était plutôt équilibrée jusqu'à un certain âge, mais qui était tellement sympa que, en fait, on l'embêtait souvent et beaucoup. Et elle a fait ça un jour, c'est un enfant qu'elle connaissait, qui venait régulièrement chez elle, qui a voulu la serrer autour du cou. Alors vous me direz, oui, mais on aurait pu dire aux gens qu'il fallait pas, etc. Après les accidents, c'est toujours facile de juger. Moi, j'ai eu toute l'histoire en détail et honnêtement, c'était pas si évident de se douter qu'il allait avoir ce problème. Elle avait grogné quelques fois avant, à d'autres occasions, quelques mois avant, dans des contextes autres. Il y avait des petits signes, mais c'était pas si évident. Et vous voyez que la blessure est quand même très sévère. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que parfois, on va avoir tendance à minimiser les agressions et dire oui, mais il a pincé, il jouait, ou oui, mais c'est une morsure, mais pas grave, ça m'a pas fait très mal. En France, il y a une loi sur les morsures qui dit que dès qu'un chien a mordu un humain, donc c'est que sur les humains, c'est pas s'il a blessé un autre chien, mais si un chien a mordu un humain, il doit être évalué pour son comportement. Le but, c'est pas d'embêter les propriétaires ou d'euthanasier le chien. Le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de trouver des solutions. Donc, autant la loi sur les chiens de catégorie qui oblige tous les gens qui ont des chiens de catégorie à devoir passer une évaluation, elle est très critiquable parce que finalement, on évalue beaucoup de chiens qui vont très bien avec cette loi-là. Et elle est injuste parce qu'elle vise que certaines races, donc ça, je peux être d'accord là-dessus. Autant cette loi sur la morsure, elle est vraiment intéressante parce que très souvent, moi, je suis sollicitée pour évaluer des morsures sur des chiens qui ont déjà mordu 4, 5, 6, 10 fois, parfois plus, et où on se dit, mais c'est tellement dommage qu'on l'ait pas vu la première fois parce que bien sûr qu'on est meilleur pour faire progresser les choses si on peut le prendre très tôt. Donc, si vous avez un chien qui a pu mordre, même si c'est pas une morsure inquiétante, même si vous avez une explication, même si on peut lui trouver des excuses, je crois que c'est quand même important de faire cette démarche pour être sûr qu'on sait bien à quoi on a affaire et que derrière, on va prendre les mesures correctes pour s'assurer que ça se reproduise pas. C'est toujours des drames, ces histoires de morsures, c'est des drames pour le chien parce que finalement, souvent, c'est lui qui se retrouve en danger d'être abandonné, d'être euthanasié ou voilà. C'est des drames évidemment pour la victime, mais c'est des drames aussi pour les propriétaires parce que quand vous avez un chien, que vous avez confiance en lui, tout d'un coup que vous vous rendez compte qu'il peut faire ça, c'est bouleversant pour les familles en général. Et je crois que c'est important de prendre ce temps de débrief. N'allez pas faire cette évaluation en pensant qu'on va vous juger. Le veto qui va faire l'évaluation n'est pas là pour ça, il est là pour vous apporter des solutions et je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Cette fiche, je vous l'ai mise parce que c'est celle qu'on distribue dans ma clinique quand les gens nous annoncent que leur chien a mordu. Le but, c'est de leur faire comprendre que voilà, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Il y a bien sûr aussi les suivis mordeurs, les 3 visites à 7 jours d'intervalle pour la rage. Et le but, c'est clairement de comprendre ce qui s'est passé et en plus, si vous faites cette démarche, vous protégez votre chien. C'est-à-dire que même s'il y a des soucis, que la personne porte plainte ou que sais-je derrière, vous montrez que vous êtes dans une démarche en fait de compréhension de ce qui s'est passé, de bonne volonté et de faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Donc c'est protecteur aussi pour vous et pour le chien.
Petit détail de l'histoire, mais ça c'est un problème de responsabilité civile. Si votre chien cause des dégâts à une tierce personne, les visites mordeurs ainsi que la visite comportementale sont en général prises en charge par les assurances. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément informé de ça, mais c'est important de le savoir et ça peut aussi faire partie de l'enjeu de savoir que le coût financier sera en partie couvert par l'assurance. Ici, des images complètement différentes où là, ça va vous évoquer tout de suite des choses anormales et vous allez dire, bah oui, bien sûr, ça c'est trop bizarre. Voilà, cette chienne, elle faisait ça. En fait, l'histoire, c'est qu'elle a commencé à le faire parce que le monsieur était carreleur et un soir, il l'emmenait au travail avec lui et un soir, les poussières des matériaux qu'il avait étaient éclairées par les phares et la chienne s'est mise à essayer de gober les poussières. Donc là, on comprend bien pourquoi elle le fait. Sauf que derrière, elle s'est jamais arrêtée de le faire, elle le faisait dans le vide. Et là, moi, quand je l'ai vue en consultation, elle me l'a fait 200 ou 500 fois en 1h30, quoi. Donc, elle le faisait, il y a des jours plus, des jours moins. Et en fait, cette chienne, elle souffrait tout simplement d'un syndrome HS-HA. Dès qu'elle a eu le traitement pour cette maladie, elle a arrêté de faire ça. Mais vous voyez que ça peut prendre des formes parfois un peu délirantes. Et ici, c'est Litchi, un petit teckel, pareil, que je suis depuis longtemps. En fait, lui, il avait un jour, à l'âge de 3 ans, il a ingéré un fil de rôti. Donc, il a commencé à faire une occlusion intestinale et à avoir mal à l'abdomen. Et ce jour-là, donc, il a commencé à se regarder l'abdomen, à essayer de se lécher. Il couinait, il avait mal. Ils l'ont emmené chez le véto. Ils ont identifié l'obstruction. Il a été opéré de l'intestin. Ils lui ont retiré évidemment le corps étranger. Sauf que après la chirurgie, il a continué de faire ça. Il s'arrête tout seul? Donc la dame m'expliquait que non, il s'arrêtait pas facilement tout seul, que parfois, au début ils arrivaient à l'interrompre, mais de moins en moins, et que parfois ils avaient l'impression que le chien les entendait plus, et après voilà, il se mettait à se lécher comme ça la cuisse. Il y a des bruits de succion là? Et il y a des heures. Donc là, je lui demande s'il y a des bruits de succion parce qu'il y a des gènes qui ont été identifiés chez notamment le Doberman, le Pinscher, qui sont des gènes de troubles obsessionnels compulsifs qui favorisent l'apparition de ce genre de troubles. Donc voilà, Litchi, en fait, il ne le faisait pas avant son opération. Il y a bien un point de départ de douleur, n'empêche que parce qu'il avait un état compulsif, et ça depuis tout petit, on est parti sur quelque chose qui ne s'est plus jamais arrêté. Alors, la limite normale pathologique, c'est extrêmement important à comprendre parce qu'on a souvent l'impression qu'en comportement, c'est différent. Ces repères du développement dont je vous parle depuis tout à l'heure, ils sont importants pour arriver à déterminer est-ce qu'on est dans quelque chose, en fait, de effectivement tout à fait normal ou est-ce qu'on passe dans quelque chose de plutôt pathologique. Donc, on a des repères, je vous en ai mis un certain nombre. Vous aurez, si vous voulez prendre des photos de ça ou regarder le replay pour voir en détail, puisqu'on n'a pas le temps là de détailler ça, mais ça vous donne un peu des points de repère. Et en gras, je vous ai mis à chaque fois des exercices qu'on pouvait conseiller pour essayer de revenir vers la normale quand le chien présente ce genre de problème. Parce que c'est dans un premier temps toujours ce qu'on va essayer de faire, de conseiller des exercices qui vont améliorer soit les autocontrôles, la peur ou les différents axes dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez l'acquisition de la morsure inhibée, c'est-à-dire que le chiot ne fasse plus mal du tout dans les interactions, même dans l'excitation forte de jeu. Là, le repère, c'est 3 mois. Le fait qu'il soit capable de s'arrêter quand il se fait gronder par un humain ou un chien, ça doit être acquis à 3 mois. Voilà. Ce genre de repère-là, pour les peurs, c'est des peurs où il va être capable d'explorer rapidement derrière et pas des peurs massives de grandes catégories d'un coup. S'il a peur de tous les chiens ou de tous les humains, ça, c'est pas normal à cet âge-là. Pour l'attachement, il faut qu'on le laisse prendre contact avec le sol, donc c'est pas une bonne idée, vous avez dû l'entendre, de porter tout le temps un chiot dans les bras. Pour qu'il arrive à prendre confiance dans ce qu'il explore, il faut vraiment qu'il ait des contacts olfactifs. Le lieu de couchage, c'est pas du tout gênant au début d'avoir un chiot, de le faire dormir dans la chambre et de, quand il couine la nuit, pouvoir le toucher, le caresser, le rassurer. Il faudra penser au moment du détachement à la puberté à ce qu'il soit capable de s'autonomiser, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire dormir dans une pièce tout seul. Il vient d'être séparé de sa maman et de ses frères et sœurs. Il est en détresse majeure. C'est un moment difficile pour eux. C'est pas grave du tout de lui apporter des caresses et du réconfort. C'est même plutôt une bonne chose. Et l'insertion sociale, le respect des règles, on va les voir de plus en plus avec le temps qui augmente. Et notamment dans les conseils et les choses qu'on peut mettre en place qui sont intéressantes chez tous les chiens.
c'est respecter certains interdits, comme par exemple interdire une pièce. Ça, c'est tout bête comme exercice, mais vous allez travailler sur l'autonomie et en même temps sur le respect d'une règle. Et le chien, il va être obligé de travailler aussi sur son contrôle de la patience et de la frustration, instaurer des règles du jeu, lui apprendre à rendre les jouets, par exemple. Enfin voilà, essayer de mettre un certain nombre de points de règles pour qu'il arrive à mieux se contrôler, mieux se comporter, être plus poli dans sa vie dans le groupe. Le principe de la médecine en général, c'est comme dans toutes les autres disciplines, donc on compare des observations par rapport aux normes attendues pour l'espèce et l'âge considéré. Et en fait, les différences observées vont constituer pour nous, vétérinaires, des symptômes. L'ensemble de ces symptômes va conduire à un diagnostic différentiel. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure du vomissement. Eh ben oui, on va faire diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une intoxication, une gastrite, un cancer, etc., etc. Et en fonction des résultats des examens qu'on aura, on va conclure au plus probable. En cas de maladie, qu'est-ce qu'on fait? Notre rôle, c'est de proposer une prise en charge qui donne à l'animal la plus grande chance de guérir en utilisant les moyens qu'on connaît avec les données actuelles de la science. Et dans le domaine du comportement, le cerveau, c'est un organe compliqué. Force est de constater qu'on ne sait pas tout et que ce que je peux vous raconter aujourd'hui, dans 20 ans, on en saura sûrement beaucoup plus. Donc, c'est un domaine complexe qui évolue rapidement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, il m'arrive donc très souvent dans ma pratique de prescrire des médicaments. Donc, c'est toujours des médicaments qui agissent sur le cerveau, puisque le problème dans ce que je vois vient du cerveau. Donc, c'est des médicaments qui font peur. C'est des médicaments psychotropes. Et le premier réflexe, et ce que j'entends beaucoup, c'est « mais je veux pas droguer mon animal, je veux pas qu'il soit shooté ». Alors, c'est jamais l'objectif, c'est jamais le rôle du médicament. Et en fait, pourquoi on le donne ce médicament? C'est pas juste pour faire plaisir au chien ou au propriétaire ou à je ne sais qui, ou pour droguer le chien et qu'il soit calme, ou l'anesthésie en fait. On le fait parce que c'est le moyen le plus sûr d'améliorer le trouble du comportement et de guérir l'animal. Autrement dit, les exercices qu'on va conseiller, c'est vraiment cette thérapie comportementale qui va venir, par exemple, gérer le problème de la peur des humains. On va faire une thérapie de désensibilisation contre conditionnement sur l'humain, mais si on fait la même chose sans traitement, on aura des résultats soit beaucoup plus lents, soit on va pas y arriver. Parce que le cerveau de l'animal, dès qu'il est en état pathologique, il n'arrive plus à apprendre normalement et donc on va se heurter à des grosses résistances. Autrement dit, on va faire des heures et des heures et des heures de rééducation avec des progrès très lents. Donc, si vous avez la sensation que vous avez un chien où vous avez investi des heures et des heures, qu'il a des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce qu'il n'y a pas une raison à ce déficit d'apprentissage? Un exemple que je prends souvent, c'est la boiterie. En fait, quand vous allez chez votre vétérinaire parce que votre chien boite, il est très rare que vous repartiez. Alors, bien sûr, s'il a une fracture ou une tendinite, on ne va pas faire le même traitement exactement, mais il est très rare que vous repartiez sans anti-inflammatoire pour soulager sa douleur. Je dirais même, en tant que véto, si j'essaye de le faire, je vais avoir beaucoup de propriétaires qui, à raison, vont être fâchés contre moi et vont me dire « mais attendez, quel genre de véto vous êtes? Vous laissez souffrir mon chien ?» alors qu'en fait, pour sa tendinite, on pourrait lui donner 10 jours d'anti-inflammatoires et qu'il guérisse plus vite. Et ils auraient raison. Et pourquoi on donne des anti-inflammatoires? C'est pas juste pour cacher la douleur et faire plaisir aux gens, en fait. On donne des anti-inflammatoires parce qu'on sait que si on les donne, la cicatrisation de la tendinite, elle sera plus rapide, qu'en plus le chien, il aura moins mal et qu'on a beaucoup plus de chances qu'il s'en remette sans aucune séquelle. Mais on le donne sûrement pas parce que si on l'avait pas donné, il serait mort. Il y a plein de chiens qui, s'ils n'avaient pas d'anti-inflammatoire, ils survivraient. En comportement, c'est exactement la même chose et je fais exprès de vous faire le parallèle parce que souvent, on a du mal à raisonner de manière parallèle et on va dire « oui, mais si on peut s'en sortir sans traitement, c'est mieux ». Eh bien non, c'est pas mieux parce qu'en fait, avec le traitement, on va soulager une souffrance qui, pour moi, n'est pas utile de laisser le chien qui est en panique quand il voit un humain qui agresse, comme par exemple le petit que je vous ai montré, le petit Happy, qui était agressif quand il voyait un humain. Lui, il est en train de vivre la guerre d'Ukraine à chaque fois qu'il voit un humain. Et je vois pas l'intérêt de le laisser vivre ça si on a les moyens que ce soit moins intense pour lui. Donc, le rôle de la médicalisation dans la médecine du comportement, c'est vraiment ça, c'est diminuer la souffrance de l'animal pour mettre son cerveau dans un état de réception optimale pour que la thérapie puisse être appliquée. Donc, une autre façon de représenter les choses, c'est ça. Qu'est-ce qui vous dit ce schéma? En fait, c'est simplement un schéma qui représente ce qu'est une maladie en général, pas spécialement en comportement. On pourrait avoir cette discussion sur l'allergie, par exemple. Sur l'allergie, vous avez en bas, sur la ligne du bas, vulnérabilité génétique. Vous avez des races qui sont très prédisposées aux allergies. Donc, elles vont être sur le côté droit de l'écran. Vous avez des races qui sont au contraire très peu prédisposées à l'allergie, qui sont à gauche.
Et sur l'axe vertical, vous avez l'environnement. Si vous avez un environnement avec des croquettes parfaites, de très bonne qualité contre l'allergie, un shampoing spécial, peau sensible, tout ce que vous voulez de parfait pour l'environnement, et ben forcément, ce sera de meilleure qualité que si par exemple vous faites dormir un chien dans de la laine de verre, où là, même si à la base il n'était pas censé être allergique, il va peut-être finir par le devenir. Et donc c'est un modèle qui dit que finalement les maladies se déclenchent quand il y a une interaction entre l'environnement et la vulnérabilité génétique qui sont mauvaises. Vous avez des familles où vous avez des gens qui ont des cancers du côlon de génération en génération, et même s'ils essayent d'avoir une hygiène de vie parfaite, ils sont tellement prédisposés que la maladie va se déclarer quand même. Eux, ils sont du côté droit et ils vont très vite arriver dans la zone rouge, même si leur environnement est de bonne qualité. En comportement, c'est exactement pareil. Vous avez des vulnérabilités comportementales qui ont été aussi créées parce que quand on a créé les races de chiens, on a voulu par exemple des Malinois qui, s'ils se prennent une balle, continuent de courir. Donc maintenant, on a des Malinois qui, s'ils se prennent une balle, continuent de courir et sont capables de faire des choses assez extraordinaires dans des cas extrêmes. Sauf que ça, pour y arriver, on a dû aussi déréguler un certain nombre d'autres systèmes. Et donc, on leur a donné un système de freinage qui est aussi moins bon. Et donc, on a des risques plus élevés que dans d'autres races d'avoir des états impulsifs ou compulsifs. Voilà, on a ce genre de choses exactement comme en dermatologie, exactement comme en orthopédie. En orthopédie, les grandes races, elles ont plus de chances d'avoir des pathologies comme la dysplasie de la hanche. Donc, si vous êtes en état normal adaptatif, la zone verte sur le schéma, c'est que vous avez une santé psychologique qui va bien, vous êtes en état optimal, c'est ce qui se passe quand tout va bien dans votre vie et quand tout va bien au travail, par exemple. L'état réactionnel, c'est quoi? C'est un état un peu entre deux. Typiquement, vous changez de travail, vous divorcez, vous déménagez et vous arrivez à votre nouveau boulot, vous voyez bien que votre niveau de stress, il est élevé et que votre niveau d'attention, il doit être vraiment très, très élevé pour que vous arriviez à vous adapter à toute la nouveauté. Là, quand il vous arrive ça, vous êtes en état réactionnel et vous êtes en train de demander à votre cerveau de faire des efforts de suradaptation. Donc, vous le mettez dans une zone d'inconfort assez importante. Et si ça dure des mois et des mois, vous allez tout simplement pas y arriver parce que c'est trop coûteux en énergie. Et donc, vous risquez de basculer en état pathologique. C'est ce qui se passe typiquement quand on fait des burn-out ou quand on a des états anxieux chez nous, humains. Et chez le chien, c'est exactement pareil. Donc, notre chien qui a peur des humains, si on le laisse stresser trop longtemps, en fait, son cerveau, il va produire un certain nombre de toxines qui vont finir par détruire les cellules du cerveau. Donc, en fait, laisser faire ces choses-là et laisser le temps passer, c'est jamais une bonne idée. Et si on se retrouve en état pathologique, eh ben, on va avoir des critères qui nous permettent, en tant que vétérinaire, de dire, bah oui, là, j'ai affaire à une maladie et c'est pas juste un problème, d'éducation. Pourquoi? Parce que le comportement va être à la fois inadapté, qu'il y aura de la souffrance de l'animal et que ce sera pas spontanément réversible. Si vous repensez au chien que je vous ai montré, par exemple, Happy, qui grognait sur les gens qu'il connaît pas, la réaction de grogner sur des gens qu'il connaît pas quand les gens cherchent même pas à lui parler ou l'aborder, elle est pas adaptée, en fait. Avoir peur d'un carreau de carrelage ou d'un brin d'herbe et se mettre dans un état comme si on venait de vous agresser alors qu'en fait, l'objet en face ne bouge même pas, c'est pas adapté et ça va vous causer beaucoup de problèmes dans la vie. Donc, cette réaction-là, elle va pas lui donner des comportements pertinents dans son environnement. Elle va générer de la souffrance. Je crois que c'était pas dur de voir que les chiens que je vous ai montrés qui avaient peur étaient quand même en souffrance intense. Et c'est pas spontanément réversible, c'est-à-dire que si on l'expose 8, 10, 15 fois à ce genre de choses et qu'il progresse pas, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'apprendre que c'est pas dangereux et il n'est pas en train d'aller vers une adaptation dans ce comportement-là. Et donc, à partir de là, on a des critères de pathologie et on va parler d'états phobiques, anxieux, dépressifs. Enfin, c'est des termes que vous avez tous déjà entendus. Et ces termes-là, ils sont utilisés parce qu'ils correspondent à des dysfonctionnements différents du cerveau. Donc, quand j'ai un état phobique, je sais que mon amygdale, elle fonctionne plus comme ci, comme ça, et que je dois mettre tel ou tel neurotransmetteur. Voilà. Donc après, c'est de la biologie qu'il y a derrière. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une mécanique biologique derrière et que ça n'est pas juste un problème d'éducation.
Un extrait de Synapse, c'est une chaîne YouTube qu'on a sortie avec Jonathan, là, qui est à l'écran, qui est un éducateur canin avec qui je travaille régulièrement. Donc, c'était vraiment l'idée de faire de la vulgarisation de tout ce que je vous raconte là. Et donc, c'est une chaîne où on parle à la fois d'éducation, de comportement, de psychologie, de psychiatrie. Je vous laisse regarder l'extrait. Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, on fait le point sur l'état réactionnel. Votre chien aboie et cela perturbe le calme de la maison ou des voisins. Or, l'aboiement est un comportement normal, support de la communication entre chiens. Pourtant, votre chien aboie vraiment beaucoup. Est-ce normal? Est-ce pathologique? Dans le cas de notre chien laissé seul dans sa nouvelle maison, en fonction de son histoire de vie et de ses vulnérabilités génétiques, au lieu de s'apaiser dans son panier, il peut persister dans divers comportements qui ne sont plus adaptatifs. Vocaliser, gratter la porte ou les murs, détruire des objets, déambuler sans arrêt, sans jamais trouver l'apaisement. Et j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Et à la semaine prochaine. Voilà, donc c'était vraiment un extrait très court pour vous montrer à quoi ressemble la chaîne. C'est des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes selon les thèmes. Je vous ai mis ici les thèmes qu'on a sortis pour l'instant. On sort une vidéo par semaine et on a la volonté de continuer comme ça pendant longtemps. Vous avez ici le QR code qui vous permet d'aller voir. Donc, n'hésitez pas. Par exemple, on a une vidéo sur la muselière qui vous montre comment apprendre gentiment la muselière à un chien. Vous avez plein de sujets qui vont être traités. Et en plus, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire et on essaiera de faire des vidéos sur le sujet. Pour en finir avec les méthodes d'éducation, clairement, il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord au niveau scientifique, c'est que la violence, c'est mal. Là, je vous ai mis Asimov, qui est un auteur que j'adore, qui a fait toute la série Fondation. Si vous n'avez pas lu ses livres, vous pouvez aller les voir. C'est vraiment des livres excellents. Il y a d'ailleurs la série maintenant qui existe aussi. Et Isaac Asimov, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Clairement, en matière d'éducation ou d'éducation canine, on le sait. Tout ce qui va être méthode coercitive va amener des risques augmentés d'agressivité, d'anxiété, et donc c'est jamais une bonne chose. Et je dis souvent à mes propriétaires, si vous avez envie de passer votre chien par la fenêtre, à un moment, il faut se poser d'autres questions que est-ce qu'on va le frapper ou lui mettre un collier électrique. C'est que peut-être ce chien fait des choses particulières qui sont en fait dont on doit s'occuper parce que c'est pas normal qu'il vous mette dans cet état. Donc clairement, il y a un accord sur le fait que s'énerver c'est mal, mais là aussi, je crois qu'en tant que véto, moi je suis jamais dans le jugement parce que j'ai des enfants et parfois je rentre, je suis fatiguée et je leur crie dessus, donc c'est normal d'être compréhensif là-dessus aussi. Et quand un chien mord, je peux comprendre que le propriétaire soit très fâché et s'énerve sur le chien. Et ma foi, c'est comme ça. De toute façon, on va pas remonter le temps. On n'est pas là pour juger ce que font nos propriétaires, clairement. Et on est plutôt là pour proposer des solutions et essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi et ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. La communication et l'éducation, donc pour vous essayer de vous remettre la différence, donc dès qu'il va s'agir des axes comportementaux, il faut plutôt penser affection comportementale et vétérinaire. Dès qu'il s'agit en fait de problèmes de communication, de timing, d'ordre de base qui sont pas bien exécutés, il faut penser d'abord éducateur canin. Le truc, c'est quand vous avez un trouble du comportement, par exemple un chien qui a peur et qui peut tenter d'agresser les gens, c'est très difficile de garder son sang-froid et d'avoir une communication de bonne qualité parce que vous savez qu'il risque peut-être de pincer ou de tenter de pincer quelqu'un et donc vous allez tendre votre laisse, vous allez peut-être crier sur lui parce que vous avez vous-même peur. Donc il y a une contagion émotionnelle qui est normale et importante et c'est pas du tout facile à gérer et donc c'est très fréquent qu'on ait les deux en même temps. Je vous ai mis ici un article scientifique qui a été fait en médecine humaine qui dit simplement qu'en fonction du milieu socio-professionnel, le risque de troubles bipolaires chez l'humain est augmenté, évidemment si on est dans un milieu défavorisé. Tout ça pour en revenir à dire que oui, si bien sûr en plus on a des mauvaises techniques de communication et qu'on ne fait pas du tout d'éducation avec le chien, c'est pire. Une autre façon de l'illustrer, et on va terminer avec ça, c'est que là, je vous ai fait un profil de chien en bleu, un chien lambda, qui a un profil, vous voyez, sur l'axe autocontrôle et peur, bah oui, on est plutôt pas loin du orange ou du rouge, donc il y a des problèmes de ce côté-là. Si on a des propriétaires qui ont une communication et une éducation de bonne qualité, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une forme de rééducation du trouble. Alors, on va pas toujours arriver à aller jusque dans le vert, mais en tout cas, on va forcément améliorer
ce qui était au départ un problème, une vulnérabilité du chien au départ. C'est comme ça que des fois, on voit des chiots qui ont 3-4 mois, qui ont des problèmes d'autocontrôle ou d'impulsivité ou de peur, et on leur conseille au départ une rééducation, d'aller voir un éducateur, tenter de désensibiliser. Et quand ça se passe bien, on va arriver à retourner à la normale et on est tous très contents. À l'inverse, si on a une communication de mauvaise qualité ou si on a des violences physiques sur le chien ou des choses comme ça va plutôt être aggravant et on peut avoir un trouble qui va au contraire, qui était peut-être pas carabiné au départ, mais qui va finir par être très conséquent et on comprend bien pourquoi. Donc, je vous ai mis comme dernier lien possible le lien à un questionnaire qu'on a fait avec 2 collègues, donc Tiffaine Mesdames et Stéphane Bleuer, qui sont respectivement chercheurs éducatrices et vétérinaires comportementalistes. Donc on a travaillé là-dessus l'année dernière pour fournir un questionnaire aux propriétaires pour essayer de détecter les troubles du comportement, ou en tout cas de dire là peut-être on peut suspecter quelque chose, ou là c'est presque sûr, ou là non, votre chien est bien en équilibre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le passer pour votre chien. Vous avez ici le lien. Vous verrez qu'il faut répondre. Il y a donc 5 onglets avec 5 ou 6 questions à chaque fois. Ça prend une dizaine de minutes maximum. Et à la fin, vous aurez un résultat qui vous donne des barres vertes, jaunes, rouges et qui vous dit super, votre chien est équilibré, ou alors là on a détecté peut-être une anomalie légère, contacter un éducateur ou essayer de poser des questions autour de tel axe, ou au contraire là il y a des soucis vraiment dont il faut aller investiguer et peut-être contacter un vétérinaire. Donc si ça vous intéresse, le questionnaire est en libre accès et vous pouvez aller le voir et vous faire un avis du profil de votre chien. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation et donc je suis à tout ouïe pour répondre à vos questions. Je vais peut-être la couper comme ça, on verra mieux. Je ne sais pas si Esther m'entend, voilà. Oui, je t'entends. Donc, il y a des questions sur l'onglet chat. Donc, si on remonte un petit peu on va pouvoir avoir des questions Oui. à partir de Philippe Clément à 19h15. Quid pour un chien adopté en refuge et qui est anxieux quand il reste seul? Est-ce que vous... Alors, quid pour un chien adopté en refuge qui est anxieux quand il reste seul? Alors, la problématique des chiens adoptés en refuge, donc souvent c'est des chiens adultes, il faut savoir déjà que la cause numéro 1 d'abandon d'un chien, c'est le trouble du comportement. Donc, c'est sûr qu'on a tous envie de faire une belle action en prenant un chien en refuge, mais il faut bien vous dire que la probabilité qu'il ait une affection comportementale est pas nulle et que c'est souvent justement la cause de l'abandon. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des chiens anxieux. Alors, en plus, quand vous allez en refuge, même si vous étiez bien au départ, la vie en refuge est évidemment pas drôle. Même si les gens font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Et donc, je dirais, même un chien qui allait bien peut développer de l'anxiété parce que la vie en refuge a été difficile pour lui. Et donc, en fait, on est dans le même raisonnement. Je vais répondre à Philippe la même chose que pour sans doute beaucoup d'autres. En fait, il faut tenter par les diapos que je vous ai montrés où je vous disais les exercices qu'il faut tenter de faire, essayer de le laisser seul un petit peu progressivement, évidemment y aller avec douceur et bienveillance, tenter 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Si les progrès sont pas flagrants, c'est sans doute que vous avez affaire à un vrai chien anxieux. Alors le terme anxieux, souvent il est un peu galvaudé, on l'emploie pour dire je suis anxieux, demain j'ai une présentation, comme quelque chose de très court, mais l'état, quand moi je vous parlais d'état anxieux, c'est un vrai état pathologique. C'est une forme de cercle vicieux qui s'instaure dans le cerveau et vous ne sortez pas d'un état anxieux comme ça. Et donc, si votre chien qui sort de refuge au bout de 1 mois, 2 mois, vous ne le voyez pas s'adapter et faire des progrès flagrants, pour moi, c'est vraiment un motif de consultation. Donc, encore une fois, une consultation chez le véto ne veut pas dire que vous allez ressortir avec un traitement lourd, c'est pas la question. Des fois, on fait des radios juste pour exclure une fracture. Mais en tout cas, si le chien fait pas des progrès très rapides, c'est important de demander un avis pour avoir un diagnostic.
Il a plein de raisons d'avoir ce comportement-là. Il peut parfois ne pas rester seul parce que c'est un grand hyperactif qui arrive à se contrôler en présence des propriétaires, mais quand il est seul, ça redevient complètement autre chose. Donc, on peut quand même avoir des destructions uniquement quand il est seul. Enfin, là-dessus, il faut vraiment collecter tous les symptômes. Et pour vous donner une idée, moi, une consultation de comportement, c'est 1h30. Hein, donc, j'ai besoin d'observer le chien, j'ai besoin de faire son examen clinique, j'ai besoin d'exclure aussi, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais des maladies potentielles qui pourraient produire ce genre de comportement, évidemment des douleurs, enfin il y a tout un aspect très médical, physique aussi. Et donc c'est impossible de répondre à ces questions voilà, très simplement en une solution miracle, malheureusement. Après, alors je vois Patricia qui dit « Mon chien mange ses excréments, elle a 2 ans ». Alors là aussi, on a toutes les variantes qui existent. Encore une fois, si c'est un comportement isolé et que cette chienne est parfaite par ailleurs, je vous dirais, c'est pas très ragoûtant, mais ça reste du domaine de quelque chose qui peut s'ingérer. Il y a beaucoup de chiens, par exemple, qui adorent les crottes de chat. Pour eux, c'est des fraises tailladins, hein, donc pour nous, c'est assez ignoble de les voir faire ça, mais pour eux, ça a rien de foncièrement anormal. La première chose à laquelle on pense, c'est potentiellement des carences alimentaires, de choses assez spécifiques, mais en réalité, maintenant, avec l'alimentation du chien et les croquettes quand même de bien meilleure qualité qu'il y a 30 ans, on voit beaucoup moins de déficit nutritionnel grave que ce qu'on voyait il y a quelques années. Après, elle peut le faire par habitude, elle peut le faire parce qu'elle trouve ça bon, ou elle peut le faire parce que elle a par ailleurs d'autres manques de contrôle dans d'autres domaines. Donc là, pareil, je peux pas vous répondre en 2 secondes de pourquoi exactement elle fait ça. Mais en tout cas, s'il y a que ça, je consulterai pas juste si c'est la seule chose qu'elle fait de bizarre. Voilà. La protection de ressources chez les chiens de troupeau est très courante, même gamelle vide. Alors moi, c'est pas chez les chiens de troupeau que je le vois le plus. Et encore une fois, le trouble respiratoire et le chien qui s'étouffe est très courant chez le bulldog anglais. C'est pas pour ça qu'on les soigne pas. C'est pas parce qu'on a voulu des chiens qui avaient un instinct de protection élevé que il faut pas s'en occuper quand même et que c'est normal de le faire en fait. Je crois vraiment que justement dans ces idées de sélection à l'extrême des races, c'est différent de dire il y a beaucoup de chiens de troupeau qui sont atteints de ce problème-là et qu'il faut aider et soigner, que de dire comme c'est un chien de troupeau, alors ce comportement est normal. Chien de troupeau, chihuahua ou Saint-Bernard, ça reste des chiens. Les blonds aux yeux bleus ou les bruns aux yeux marrons, quand ils sortent un couteau parce que vous leur avez demandé l'ordre dans la rue, ça reste pas très normal comme comportement, quoi. Et réagir avec la violence de Malo dans une situation où il n'y a pas de menace évidente et qu'il n'y en a jamais eu, ça reste peu adaptable dans un contexte de vie de famille quand même. Voilà. Donc là, pour moi, on peut pas vivre avec un chien qui fait ça. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser faire. Il faut s'en occuper, quoi. Et pour le coup, encore une fois, hein, ce chien avait jamais été menacé de rien. D'ailleurs, après, il a pas fait que ça. Hein. Les symptômes ont continué de s'aggraver et il n'y avait pas que le problème autour de l'alimentation dans le tableau clinique. Alors, comment rattraper tout ce qu'un chiot n'a pas eu dans ses premiers mois d'une maladie grave? Comme je vous l'ai dit, en fait, malheureusement, on ne rattrape pas tout. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Un chiot qui a été élevé vraiment dans des conditions de privation pendant plusieurs mois, on peut travailler, on peut essayer de rééduquer, on peut améliorer beaucoup de choses, mais on ne sait toujours pas faire repousser les neurones et il y a une partie des capacités de généralisation notamment qu'il n'aura pas. Donc il y en a qui sont, je vous ai parlé parfois de cas assez catastrophiques ou qui évoluaient mal, mais il y a aussi l'inverse qui existe, c'est-à-dire des fois des chiots qui ont eu un environnement catastrophique. Quand on les voit, on se dit oulala, avec cette histoire, ça va être compliqué, et puis en fait ça se passe très bien, au contraire exceptionnellement bien. Et ça c'est des capacités de résilience en fait, hein. De la même manière qu'on a des vulnérabilités génétiques, on a aussi des capacités un peu exceptionnelles positives qui parfois sont très protectrices. Et qui font que malgré des fois des chiens qui ont été maltraités, qui ont vécu des trucs incroyables, vous les voyez, ils vont super bien dans leur tête et ils sont capables de s'adapter à tout. Donc vous avez tous les cas de figure qui existent. Et est-ce trop tard pour revenir vers une norme? Alors vers une norme stricte et que le chien soit parfait, pour moi il y aura toujours des séquelles si vraiment il y a eu un début extrêmement difficile ou avec une privation de beaucoup de choses. Typiquement des fois des chiens qu'on voit revenir, alors on a beaucoup d'adoptions de chiens de Roumanie, Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc., qui ont eu des passés très compliqués.
c'est rare qu'on les ramène à la normale parfaite, mais par contre, qu'on arrive à une norme tenable et que la vie avec eux soit possible et que pour eux, ils soient dans un état de bien-être acceptable, oui. En tout cas, il faut jamais désespérer et même à 6, 7, 10 ans, un chien peut encore apprendre. Donc il faut jamais se décourager. Mais par contre, si c'est des tableaux sévères comme vous avez l'air de décrire, je crois que c'est vraiment des cas où il faut pas hésiter à consulter et à vous faire aider à la fois d'une aide vétérinaire et à la fois, en fait, dans ces cas-là, on a besoin d'un vétérinaire qui fait du comportement et en plus d'un éducateur qui est très fort en rééducation. Il faut, je crois, prendre toutes les chances de notre côté, exactement comme quand vous avez, je sais pas, un gros burn-out avec une dépression, c'est important de consulter un psychiatre professionnel et d'avoir une thérapie et de faire un travail de rééducation par ailleurs. Enfin, il y a vraiment plein de choses à mettre en place. On n'a pas tout pu développer ce soir, mais oui, bien sûr, il faut se donner le maximum de chances. Ma chienne de 4 ans suce les oreillers ou les coussins, elle détrempe le tissu jusqu'à destruction. Là encore, c'est un peu extrême. Elle devrait pas faire ça à 4 ans. Si c'est la stricte seule chose qu'elle fait, qu'elle ne les ingère pas et que ça a aucune autre conséquence, qu'elle est très contrôlée dans tout le reste de ce qu'elle fait, qu'elle n'a pas de choses qui lui font faire des réactions de peur intense, j'ai envie de vous dire, si vous êtes prête à changer les oreillers et à en acheter de nouveaux régulièrement, c'est pas dramatique. La question, souvent sur des profils comme ça, on s'attend à voir d'autres petites choses à côté, qu'elle se contrôle pas bien dans les interactions de jeu, qu'elle accueille les visiteurs en étant excessivement joyeuse. Enfin voilà, on peut imaginer des tableaux plus complets. Et dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de se poser la question. 1 an et demi, ingérable quand les invités viennent chez moi. Mais en fait, toutes ces questions-là, je sais pas ce qu'en dit Esther, mais je vous réponds un peu à chaque fois la même chose. Si c'est de manière isolée et que ça dure 5 minutes quand les invités arrivent et que par ailleurs elle est parfaite, cette petite chienne est parfaitement équilibrée, vous allez arriver avec un peu de persévérance et en insistant sur l'éducation à ce que ça se passe bien. Mais la sensation que j'ai quand je lis vos questions, c'est que si je voyais ce chien et qu'on dressait un peu la liste de tous les comportements, on aurait peut-être d'autres choses. Peut-être qu'elle se contrôle pas bien aussi à d'autres moments. Peut-être que dès qu'il se passe quelque chose dans la maison, elle va s'exciter très vite et répondre à beaucoup de stimulation. Donc, en fait, il y a des degrés de sévérité ou d'envahissement très variables. Et c'est pour ça qu'on peut pas y répondre aussi simplement que vous le souhaiteriez. Et j'en suis désolée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas faire une consultation comme ça avec juste une phrase sur le chat. Donc, le but de ce soir, c'était d'apporter des conseils et puis d'alerter sur des choses. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire une recommandation trop personnalisée avec si peu d'éléments, j'imagine. C'est un petit peu ça. Tout à fait. En tout cas, pour essayer d'y remédier dans toutes les questions que vous posez, en fait, effectivement, si vous arrivez avec des solutions simples et vivables à solutionner ce problème ou à l'éviter, comme la dame qui dit pour l'ausculter, c'est très compliqué. Si cette chienne est parfaite en dehors du vétérinaire et qu'on arrive par exemple à lui mettre une muselière facilement et qu'on sait que sur l'examen clinique c'est compliqué, en général ça peut passer s'il n'y a aucun autre problème. Mais si c'est une chienne qui par exemple va aussi pas se laisser brosser, pas se laisser regarder les oreilles, pour laquelle on peut avoir des soucis pour faire des soins, de toute façon, la réponse, elle va toujours être double. C'est on va essayer de faire une rééducation de ce problème, souvent avec l'aide d'un éducateur ou de quelqu'un qui peut vous montrer comment faire, pour l'habituer aux soins, pour le faire déjà dans un premier temps chez vous. Et puis, si on n'y arrive pas j'ai envie de vous dire, en une dizaine de séances, quels que soient les problèmes que vous me soulevez là, vous devriez voir des progrès presque faramineux, en fait. Si le chien s'habitue, avec quelques séances de rééducation et d'exercice, vous allez y arriver. Si vous êtes dans des problématiques qui perdurent des semaines, voire des mois, alors que vous vous êtes investi vraiment dans l'éducation du chien, que vous avez eu recours à des éducateurs, que vraiment vous prenez du temps pour essayer de résoudre ce problème, mais que vous voyez que le problème perdure, c'est typiquement le cas où ça peut être intéressant d'en parler à votre vétérinaire. Et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui, en fait, empêche la progression. C'est un peu ça l'idée. Quand il y a un trouble du comportement et que le cerveau dysfonctionne, le chien n'est pas capable d'apprendre correctement et donc vous allez vous heurter à des choses qui vont durer et où les progrès seront très lents, voire inexistants.
Depuis, les visites médicales sont un calvaire. Ouais, j'en vois plusieurs des questions comme ça. En fait, oui, il y a beaucoup de chiens qui deviennent phobiques du vétérinaire. C'est exactement comme nous, le dentiste. En fait, il y a très peu de gens qui sont joyeux quand ils vont chez le dentiste et qui se disent « Ah cool, la semaine prochaine, j'ai le dentiste, ça va être trop la fête ». En général, on est à minima un peu stressé et vous avez tous les degrés de sévérité de phobie du dentiste qui existent. C'est exactement pareil pour les chiens et c'est une vraie problématique. Donc, ça fait partie vraiment des choses qu'on essaye beaucoup d'améliorer côté vétérinaire en ce moment. On essaye vraiment, je crois, par rapport à il y a 15 ans, il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur le fait, par exemple, de mettre des tapis de léchage, des friandises, d'essayer vraiment de faire le vaccin ou les actes de base de manière très positive et bienveillante pour que le chien ait un bon souvenir. C'est pour ça aussi qu'on vous donne souvent le conseil d'aller régulièrement chez le véto, juste pour peser le chien, pour lui donner une friandise, pour qu'il n'y aille pas que pour des choses négatives. Et donc ça, notamment si vous avez des chiots qui n'ont pas encore peur du vétérinaire, c'est d'autant plus important de le faire. Une fois que le chien il a une phobie déclarée et carabinée du véto, pour moi, c'est vraiment des cas compliqués, en fait, l'air de rien, même si c'est une simple phobie des soins. Et pour arriver à revenir à la normale, déjà, on n'arrive jamais à effacer la mémoire du chien, hein, donc il l'oubliera jamais. C'est comme vous, si vous vous êtes fait agresser dans la rue, vous pouvez faire toute une thérapie dessus, mais vous oublierez jamais cet événement et votre cerveau sera marqué là-dessus. Et si vous êtes dans des circonstances analogues qui se reproduisent ou qui évoquent ça, et ben vous allez de nouveau très vite basculer dans un état phobique ou anxieux. Donc pour le chien, c'est pareil, et c'est pour ça que sur des chiens qui ont eu des vrais traumatismes et qui ont vraiment une phobie du vétérinaire, c'est important d'allier notamment un traitement médical à minima quand on travaille sur les séances où on va dans la clinique. Il y a des traitements qu'on donne parfois très ponctuellement, 2 heures avant d'aller chez le véto pour pouvoir travailler sur ces choses-là. C'est pas forcément des traitements à long terme ou à vie du tout. Toutes les solutions existent. Donc, en tout cas, si vous voyez que ça ne progresse pas, que vous essayez de faire du medical training, de la désensibilisation et que ça fonctionne pas, c'est vraiment des cas où une aide vétérinaire peut s'avérer intéressante. Voilà, donc toutes les questions que je vois, c'est un petit peu dans le même style. On pourra peut-être prendre le temps, Esther, d'y répondre plus en détail chaque personne par écrit. Je vais peut-être bouger un peu vers la fin et voir si je vois d'autres choses. Tour devant le portail, en grognant. En fait, vous voyez, en comportement, on va être beaucoup dans cette notion d'intensité et de fréquence. C'est normal d'être joyeux pour un humain, mais de sautiller et de danser 20 heures par jour, ça l'est plus du tout. Et c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu plus flou comme limite, parce que faut vraiment se référer à ce qui est normal, à quel âge. Donc effectivement, la limite est pas toujours évidente, et c'est pour ça que c'est important, des fois, si vous avez un doute, de demander un avis objectif. Voilà, un bichon havanais qui supportait pas le brossage. Alors après, on peut trouver des raisons, pourquoi il a été rejeté par sa mère, etc. Nourri au biberon. Le fait d'être nourri au biberon, s'il avait pas sa maman avec lui, c'est un facteur fort, justement, un risque de développer justement des troubles au niveau des autocontrôles ou de l'insertion sociale, parce que la mère, elle leur apprend beaucoup. Et nous, on le fera jamais aussi bien qu'une maman chienne. Donc c'est vrai que c'est une prédisposition à avoir derrière des troubles du comportement. Et oui, quand l'éleveur dit il a un bon petit caractère, dit de la portée, c'est des histoires que j'entends beaucoup, moi, dans les chiens que je vois qui ont des problèmes. Donc oui. La cage d'éducation, tiens, c'est une question intéressante. Alors, la cage d'éducation, en plus, on a fait un article avec Stéphane Bleuer, un collègue vétérinaire là-dessus. En fait, la cage pour éduquer un chiot, d'ailleurs, vous verrez sur Synapse, on a fait cette thématique aussi. La cage en outil d'éducation, si elle est bien utilisée, en fait, vous allez l'utiliser moins de quelques semaines et vous pourrez très rapidement faire la même chose avec la cage ouverte. Si vous en venez à utiliser une cage sur des temps longs en étant tout le temps fermé et que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est probablement que c'est pas un problème d'éducation. Et ça, c'est assez typique. Dans l'enquête qu'on avait faite avec Stéphane, ce qu'on avait relevé, c'est que effectivement, quand la raison d'utilisation de la cage, c'était par exemple des destructions en l'absence ou des vocalises, des choses vraiment violentes en l'absence des propriétaires, la cage ne permettait pas de résoudre le problème. Et dans, je crois, plus de 25% des cas, le chien, quand il était filmé dans sa cage, il avait des signes de détresse très intenses. Donc la cage, je suis pas contre et je la prescris parfois en rééducation, mais il faut bien l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut habituer le chien gentiment à la cage,
avec la cage ouverte. Il faut prendre le temps que ça devienne pour lui un refuge vraiment apaisant et pas un endroit où il va se sentir mal et où il va se mettre à halter dès qu'on le met dedans. S'il y a des signes de détresse quand on le met dedans, c'est pas bien et on peut pas se permettre de l'enfermer dedans. Et si la raison c'est un trouble du comportement, des grosses destructions, des choses comme ça, et en fait la cage, c'est sûr que le chien quand il est dans la cage, il détruit pas le canapé, il y a aucun doute là-dessus. Donc mécaniquement vous allez avoir une forme d'amélioration, mais par contre vous ne vous occupez pas de résoudre le problème initial. Et par ailleurs, on a vu beaucoup ces dernières années des éleveurs conseiller la cage sur certaines races, genre vous avez un staff c'est destructeur donc faut l'élever en cage. L'élevage en cage, genre 8 heures par jour quand les gens sont pas là et 10 heures par jour, 10 heures la nuit quand on dort pour pas qu'ils fassent de bêtises. Là, pour moi, c'est vraiment excessif et on se rapproche quand même de la maltraitance. Un chiot de 3 mois que vous laissez 18 heures par jour en cage, il peut pas faire ses besoins. Donc, il va être obligé de faire sous lui ou de se retenir avec des douleurs violentes de la vessie. Donc, quand on l'utilise, par exemple, pour apprendre la propreté, on va le faire à 4-5 mois quand le chiot est vraiment pas loin d'être propre. Et dans ce cas-là, on va le faire une semaine ou deux pour qu'il fasse l'effort de se retenir 3-4 heures ou une nuit complète. Mais encore une fois, quand ça fonctionne et que c'est juste un outil d'éducation, on doit pouvoir très rapidement faire la même chose avec la cage ouverte. Et par ailleurs, il y a des chiens qui adorent leur cage, qui voient ça vraiment comme une niche. Il y a des chiens qui adorent avoir un toit sur la tête. Et dans ce cadre-là, vous pouvez avoir une cage ouverte dans votre salon qui est sa niche d'intérieur. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Il y a plein de chiens qui vont choisir d'aller se mettre sous un escalier, qui n'ont pas devant l'escalier pour fermer comme une cage, mais en fait, c'est le même genre d'utilisation. Donc, pour que la cage soit un bon outil, il faut vraiment que le chien il voit un outil apaisant et qu'il se sente bien dedans. Le chien qui a 3 ans, agressif envers les humains, oui, il est encore possible de faire quelque chose. C'est jamais perdu, en fait. C'est jamais perdu, faut jamais vous décourager. Si vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie, encore une fois, que vous avez envie de passer votre chien par la fenêtre, c'est souvent un signe que pour moi, il faut consulter, il faut voir s'il y a des choses à faire. Et la réponse, c'est souvent oui. C'est pas toujours possible de tout guérir, clairement pas. On va pas ramener un chien qui a des gros problèmes à un chien qu'on n'a plus du tout, mais par contre que la vie soit possible et agréable pour tout le monde, c'est souvent possible et c'est souvent un objectif réaliste. Les chiens d'assistance, quels sont les risques ? Le risque, c'est le burn-out et c'est d'être trop sollicité. Un chien d'assistance, alors ça dépend de quoi on parle, mais ça peut être des chiens qui détectent le diabète ou l'épilepsie. Ceux-là, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc, le risque de devenir anxieux, il est important parce qu'on les sollicite énormément et émotionnellement, c'est dur pour eux. Mais bon, voilà, il y en a qui le vivent aussi très bien. Si c'est des chiens de médiation qui vont faire de quelques heures par semaine en travail, que ce soit avec des prisonniers, des écoliers, des personnes âgées, il y a plein de choses qui existent. C'est des heures pour eux qui sont émotionnellement difficiles, ça les sollicite beaucoup. Mais il y en a plein qui s'y adaptent bien et qui le vivent très bien aussi. Il ne faut pas dresser un tableau noir de tout ça. Après, les problèmes, je passe un peu en revue rapidement. C'est rigolo tout ce que vous avez raconté, toutes ces histoires. Ne veut pas rester seul. Oui, les problèmes de destruction, d'aboiement 8 heures par jour, ça c'est quand même des problèmes importants. Réactive avec les autres chiens. Donc quelqu'un qui dit, Nathalie qui nous dit qu'elle est en train d'essayer de travailler la muselière, la désensibilisation. En fait, Nathalie, il faut voir si en fait vous avez l'impression que ça fait des mois que vous investissez beaucoup. Oui, effectivement, je pense que c'est qu'un traitement va vous aider de toute façon. Par contre, la vraie thérapie de votre chienne, ce sera quand même de faire tout ce que vous faites. Mais juste, le médicament vous apportera la sensation que les progrès sont plus rapides. Voilà. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Avec Esther, on manquera pas de regarder et de répondre s'il y a d'autres questions en plus. Et puis, si vous avez envie d'envoyer d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est intéressant toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvia. En effet, on vous enverra donc d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine toutes les réponses aux questions. Donc encore merci pour vos attentions. Vous étiez nombreux encore ce soir à nous écouter. Merci Sylvia pour tous ces conseils précieux. En tout cas, on se retrouve début 2024 pour un nouveau sujet de conférence. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Vous allez recevoir le replay immédiatement directement par Livestorm et puis on vous le renverra nous aussi avec les réponses aux questions
très, très vite. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci encore. Bonne soirée, au revoir.